Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euroquestion, la série court de webinaire de l'Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lucas Matchak, chef du centre Grande Europe consacré à l'allergissement et chercheur associé sur l'Europe centrale et de l'Est à l'Institut Jacques Delors. Donc, suite aux résultats des élections européennes de dimanche dernier, le Parlement européen se retrouve dans une situation dans une certaine stabilité, sous réserve de recomposition des groupes parlementaires dont les discussions sont encore en cours. Mais comment est-ce que les pays candidats à l'adhésion de l'Union européenne ont vécu ces élections, c'est-à-dire l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie et l'Ukraine? Quelles sont les prochaines étapes pour l'élargissement dans cette nouvelle mandature qui va bientôt commencer? Avant de laisser la parole à Lucas, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions avec l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Lucas, je te laisse la parole. Merci Lara, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de me retrouver à faire un Euro-question. Cette fois-ci pour ne pas parler comme c'était souvent le cas précédemment de l'Europe centrale, mais plutôt regarder un peu plus à l'est et sud-est, et donc réfléchir un peu avec vous sur la façon dont les résultats des élections européennes vont affecter le processus d'adhésion des pays candidats que Lara a cité à l'Union européenne. Alors, peut-être pour commencer, je voudrais revenir un tout petit peu sur le contexte, justement, qu'on a souvent décrit comme une relance volontariste de ce processus d'élargissement de l'Union, porté depuis 1 ou 2 ans par la Commission européenne et soutenu de manière assez forte par les États membres, avec quelques bémols sur lesquels je reviendrai, hein, la Hongrie, la Bulgarie, par exemple. Euh, donc, cette relance, elle est effectivement, elle était notable, elle était tout à fait sensible. Euh, mais en même temps, j'ai envie de dire que quelque part, dans les 2 années qui viennent de s'écouler, on est arrivé un peu au bout de ce que je qualifierais avec beaucoup de guillemets de décisions faciles, à savoir accorder des statuts de candidat à des pays, comme on l'a fait pour l'Ukraine, pour la Moldavie, pour la Géorgie, pour la Bosnie-Herzégovine, ou encore acter le principe d'ouverture des négociations. Pourquoi je qualifie ces décisions de faciles? Parce que quelque part, ce sont des décisions qui finalement n'engagent pas à grand-chose. Je rappelle que, par exemple, la Turquie est un pays candidat depuis très longtemps, que la décision d'ouvrir les négociations avec la Turquie était adoptée en même temps que la même décision pour la Croatie. Et on voit bien que pour un pays, ça a abouti en 2013, et pour la Turquie, on est au point mort depuis très longtemps. Donc, quelque part, il s'agit des actes politiques forts. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils étaient adoptés aussi rapidement, surtout par rapport à l'Ukraine, hein, vu le contexte géopolitique. Mais quelque part, c'est la suite qui nous fera rentrer dans le dur, si je puis dire. Euh, donc, quelque part, l'Union européenne est arrivée au bout du stock de ce genre de décisions politiques qui sont relativement faciles à prendre et qui n'ont pas des conséquences immédiates très, très forte sur l'Union elle-même et sur le rythme réel de l'adhésion d'un pays candidat. Et même d'ailleurs, ces étapes que j'ai qualifiées entre guillemets de faciles n'ont pas été sans difficulté. On a le blocage bulgare par rapport à la Macédoine du Nord, on a le blocage grec par rapport à l'Albanie, on a eu tous les psychodrames autour de la candidature ukrainienne avec la Hongrie. Donc on voit que même ça, c'était pas si simple que ça. Néanmoins, la commission sortante a relancé, en tout cas, elle a tenu un discours volontariste sur l'élargissement qui contraste avec ce qu'a pu être, par exemple, le discours de Jean-Claude Juncker quand, au début de son mandat, il avait exclu tout élargissement pendant son mandat, ce qui était reçu un peu comme une douche froide dans les pays candidats. Là, on est un peu aux antipodes de cela, avec une Commission européenne, une présidente de la Commission européenne, qui multiplie des discours où elle pose l'élargissement comme un défi essentiel et prioritaire. Elle utilise des expressions comme l'appel d'histoire auquel l'Union doit répondre
proposant l'adhésion notamment à l'Ukraine, mais du coup, par ricochet, ça a relancé aussi le processus avec les Balkans occidentaux. Et au-delà du discours, il y a eu des initiatives intéressantes, notamment le plan de croissance pour les Balkans occidentaux, qui montre une tentative, une première tentative, j'ai envie de dire, d'une approche un peu différente autour de cette idée qui est de plus en plus discutée, de plus en plus envisagée et désormais traduite aussi timidement dans les faits, qui est l'idée d'une adhésion, d'une intégration graduelle. Donc, compte tenu de tout cela, je pense qu'on peut dire que l'enjeu majeur de la séquence politique qu'on est en train de vivre, avec les élections au Parlement européen et la mise en place de la nouvelle commission qui va suivre, en continuité directe avec ces élections, bien évidemment, bah, ça pose la question essentielle de savoir si on va avoir une continuité dans cette relance, voire une amplification, hein, avec une commission peut-être encore plus audacieuse dans ses propositions pour relancer le processus et pour repenser ce processus, notamment autour de cette idée de gradualité, ou si au contraire on aura un coup de frein, voire un retour en arrière. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la base des résultats qu'on connaît aujourd'hui par rapport à cette question? Euh, il faut quand même rappeler une chose, et pardon si c'est une évidence, mais je crois qu'il faut la rappeler, c'est que l'influence du Parlement européen sur le processus d'élargissement est relativement limitée. En tout cas, si on considère son influence directe dans les étapes, on va dire, au début et tout au long du processus. Le Parlement européen a une prérogative extrêmement importante à la fin du processus, car il faut que le Parlement valide, donne son avis conforme à l'adhésion d'un nouvel État membre. Mais c'est vrai que dans tout le processus qui précède et qui dure des années, le rôle du Parlement est relativement limité. Euh, Néanmoins, l'influence indirecte du Parlement est quand même très importante. Quand je parle d'influence indirecte, bah, c'est essentiellement son influence sur la composition de la future commission. Il y aura une personne qui sera désignée pour être responsable de l'élargissement dans la nouvelle équipe de la Commission européenne. Cette personne sera auditionnée par le Parlement européen. Voilà, l'ambiance qui, dans ce nouveau Parlement européen, régnera sur la question de l'élargissement va avoir une influence, par exemple, justement sur le choix de la personne, du commissaire ou de la commissaire en charge de l'élargissement. Et puis, je pense que ces élections européennes et la composition politique du Parlement qui en ressort contribuent aussi à former quelque part, à définir une ambiance politique dans les États membres. Et donc, il y a aussi des effets indirects sur la façon dont le Conseil européen et le Conseil vont traiter cette question d'élargissement avec plus d'audace si, il y a plutôt une forme d'impulsion favorable ou au contraire avec frilosité si on sent que la tendance se retourne dans l'autre sens. Alors, quelles hypothèses on peut faire par rapport au Parlement européen tel qu'il ressort de ces élections? Alors, quelques éléments d'analyse des résultats. Bon, on ne peut pas vraiment parler d'un raz-de-marée d'extrême droite comme certains l'anticipaient. A priori, comme Lara l'a dit, on est face à une assez grande continuité, mais il faut quand même mettre quelques bémols. Un, ce qui va être très important, c'est la constitution des groupes politiques, parce que les rapports de force aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de députés qui aujourd'hui apparaissent avec un point d'interrogation quant à leur affiliation. Donc, les rapports de force réels au sein du futur Parlement entre les groupes politiques n'est pas encore totalement clair. A priori, on peut s'attendre à une certaine continuité, mais voilà, il faut rester prudent. Il y a quand même plusieurs évolutions qui pourraient faire basculer un peu les équilibres. Évidemment, il y a l'hypothèque de l'élection législative française. Et bon, je ne vais pas développer, je crois que c'est pas la peine, mais évidemment, c'est un énorme point d'interrogation. Et puis, même s'il n'est pas, enfin, voilà, on sort là du Parlement européen, bien évidemment, mais il y a des liens très forts. Et je dirais juste qu'on aura une indication assez importante qui sera déjà de voir si la reconduction supposée de Madame von der Leyen à la tête de la Commission sera facile ou pas, ou voire même si cette reconduction ne se fait pas, auquel cas ça serait une indication forte que la continuité est quand même loin d'être acquise.
Néanmoins, si je mets de côté tous ces bémols, a priori, si on regarde les résultats tels qu'on les observe aujourd'hui, on peut quand même faire le pari plutôt d'une assez grande continuité. Ceci d'autant plus que l'élargissement est un sujet qui ne se prête pas à des analyses selon des clivages simples. L'attitude par rapport à l'élargissement, elle ne copie pas fidèlement un clivage gauche-droite ou eurosceptique pro-européen. C'est plus complexe que ça, avec des biais nationaux et des biais politiques qui peuvent être assez forts. Quelques exemples. Oui, certes, généralement, l'extrême droite eurosceptique ou europhobe est en général anti-élargissement. Euh, mais comme je l'ai déjà dit, la progression de ces forces politiques n'est pas nette, n'est pas si spectaculaire que ça, à l'exception de la France et de l'Allemagne dans une certaine mesure. Il faut quand même rappeler qu'il y a des forces eurosceptiques qui sont pro-élargissement, en tout cas nominalement, si je puis dire, en tout cas dans le discours. On va voir quand on va rentrer dans le dur des négociations. Hein, au sein du ECR, du groupe ECR, Giorgia Meloni n'a absolument pas opposé une quelconque résistance, au contraire, à des décisions pro-élargissement qui ont été prises au Conseil européen ces derniers temps. Et elle affirme fortement, par exemple, son soutien à l'adhésion des Balkans occidentaux et aussi à l'Ukraine. Pour citer un exemple que je connais bien du fait de mon origine, l'ODS, un autre parti, l'ODS tchèque, un autre parti de CR est aussi très pro-élargissement. Donc voilà, alors que ce sont des forces pour le coup plutôt plus ou moins eurosceptiques. Il y a aussi des logiques nationales. Hein. En Grèce, on a un gouvernement amené par le PPE étant un groupe globalement pro-élargissement, ça n'empêche pas que le gouvernement grec joue sa partition nationale dans un différent bilatéral qui, pour le coup, freine et endommage quelque part le processus d'élargissement. On pourrait dire la même chose de la Bulgarie, etc. Et puis, on peut aussi voir qu'il y a parfois des nuances, c'est-à-dire on a des forces politiques ou des gouvernements qui sont pour l'élargissement, mais ils ont une préférence nette pour certains pays et une réticence pour d'autres. Hein, je prends l'exemple, par exemple, de la Pologne. Le parti de Donald Tusk est très enthousiaste pour un élargissement vers l'Ukraine. Encore que, là encore, avec des discussions autour de l'agriculture qui seront tout sauf simples, mais ils sont beaucoup plus sceptiques sur les Balkans occidentaux. Et puis, bah, on prend la Hongrie, c'est exactement l'inverse. La Hongrie qui est très positive sur les Balkans occidentaux et qui est négative, voire très négative sur l'Ukraine. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, le sujet élargissement est un sujet qui n'est pas facile à caler sur des clivages préexistants. Mais là encore, si on regarde, bah, finalement, on voit que le socle qui, a priori, devrait soutenir la poursuite du processus, en tout cas sur le principe, bah, ce socle est relativement solide parce que bah, il y a le socle central des groupes, entre guillemets, constructifs, plus ou moins pro-européens au sein du Parlement européen, qui reste majoritaire. Et en plus, ce socle peut s'élargir sur ce sujet-là assez facilement vers notamment une bonne partie du groupe ECR, voire au-delà. Euh, de ce point de vue-là, je ne m'attends pas à ce que ce nouveau Parlement change profondément ou d'une manière significative l'ambiance sur l'élargissement, en tout cas sur la question de principe. Maintenant, il peut y avoir des glissements sur le fond et plutôt sur les modalités de l'élargissement. Hein, on peut s'interroger avec ce Parlement qui est un peu plus à droite, avec par exemple la forte présence des députés de Fratelli d'Italia. On peut se demander, par exemple, si sur les exigences sur le respect de l'état de droit, on n'aura pas un Parlement un peu moins regardant que ses prédécesseurs. Je pose la question, je n'ai pas de réponse à ce stade-là, mais en tout cas, c'est un sujet à observer dans les mois et années à venir. On peut s'attendre à une attitude plus dure sur certains sujets de négociation, notamment par exemple sur l'agriculture. Et donc là, ça peut évidemment créer rapidement un problème pour l'Ukraine, où sans doute ce sujet sera un des sujets les plus compliqués. Idem sur la liberté de circulation, sur les questions migratoires, où on peut s'attendre effectivement à un Parlement européen qui va pousser la Commission et encourager les États membres à être plus durs dans les négociations d'adhésion sur ces sujets-là. Maintenant, permettez-moi, enfin, je commence à approcher de la fin du temps qui m'a été imparti, mais je voudrais peut-être
partager avec vous quelques perceptions qui franchement sont un peu superficielles, hein, j'assume ça parce que on n'a pas de recul et d'ailleurs ma capacité à avoir du coup une vision panoramique de ces choses-là n'est pas non plus absolue, loin de là. Mais quelques mots sur la perception de ces élections dans les pays candidats, puisque c'était aussi à ça que Lara m'a invité de m'interroger. Euh, alors, à ce stade, ce que j'observe dans les pays candidats, c'est qu'il n'y a pas forcément de grandes réactions et notamment qu'il n'y a pas, j'ai pas forcément vu ou on m'a pas forcément rapporté un débat sur l'impact justement de ces élections sur l'adhésion de ces pays. On est beaucoup plus, les médias globalement rapportent les résultats, mettent en avant effectivement plusieurs sujets, la victoire du PPE, la progression réel, mais finalement assez contenu de l'extrême droite, mais avec certains États membres où, pour le coup, elle est spectaculaire. Évidemment, la dissolution de l'Assemblée nationale en France, c'est aussi quelque chose qui attire. Et à la limite, c'est sur ce sujet-là qu'on voit peut-être le plus des réflexions sur l'impact que ça peut avoir sur l'élargissement, parce que la France s'est positionnée ces derniers temps comme un véritable champion de l'élargissement. S'il y a un changement de majorité, évidemment, ça pourrait changer avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir pour les pays candidats. Euh, il y a un peu cette tonalité-là générale, en tout cas ce que j'ai pu voir. Euh, il y a une perception des risques d'une extrême droite populiste anti-européenne, et d'ailleurs c'est un risque qui était aussi évoqué par Volodymyr Zelensky hier en Allemagne. Mais encore une fois, pour le coup, on se focalise peut-être plus sur ce qui va se passer en France plutôt que sur les résultats de ces élections qui, encore une fois, ont été, là aussi, vu des pays candidats, plutôt dans une forme de continuité. Et puis, il y a aussi toute une série de focalisations, si je puis dire, un peu nationales. Pour vous donner quelques exemples, par exemple, en Macédoine du Nord, évidemment, on regarde un peu du côté de ce qui se passe en Bulgarie, mais on commente aussi beaucoup ce qui se passe en Grèce et en Albanie. Je reviendrai quand je vais parler de l'Albanie. En Serbie, il y a une partie de la presse et une partie de la scène politique qui observe avec intérêt le très relatif affaiblissement de Viktor Orban en Hongrie, en se posant la question si c'est quelque chose qui pourrait à un moment donné aussi euh, donner, enfin, en gros, si une évolution similaire pourrait se produire en Serbie prochainement. Donc voilà, il y a aussi cette tentative de voir dans ces élections européennes des tendances qui ont une signification particulière pour tel ou tel pays. Et puis, je l'ai déjà dit que je vais parler de l'Albanie. Donc, troisième exemple que je donne, l'Albanie, où apparemment c'était des élections européennes plus suivies que par le passé, mais essentiellement pour des raisons assez albanaises, entre guillemets, c'est-à-dire notamment les questions de diaspora, le fait qu'il y a eu plusieurs candidats et des élus d'origine albanaise dans d'autres États membres, qu'il y a eu aussi, il y a eu aussi pas mal de commentaires sur on va dire, une forme de rapprochement entre l'Albanie et l'Italie avec Giorgia Meloni qui, juste quelques jours, enfin 2 jours, je crois, avant les élections, est venue en Albanie inaugurer un centre d'accueil pour les migrants. Et voilà, donc là encore, un focus assez albano-albanais. Et évidemment, le grand sujet en Albanie, mais aussi en Macédoine du Nord, le fait que le maire albanais, mais ethniquement grec, qui est en prison et qui est en fait, dont l'affaire est la cause du blocage grec, du veto grec contre la progression de l'Albanie sur la voie de l'adhésion, bah, le parti au pouvoir en Grèce a mis ce monsieur sur sa liste et donc ce monsieur est désormais élu député européen, ce qui évidemment crée une situation assez inédite et qui évidemment prend beaucoup de place dans la perception qu'en Albanie, on peut avoir de cette élection européenne. Donc voilà, encore une fois, un panorama qui se veut absolument pas exhaustif, mais pour vous donner quelques idées un peu sur la tonalité dont les pays candidats regardent ça. Quant à l'Ukraine, bah, je crois que le discours de Volodymyr Zelensky hier en Allemagne donne aussi un peu montre un peu comment les choses sont perçues de l'Ukraine.
Évidemment, pour l'Ukraine, avant la question de l'adhésion, c'est surtout la question de l'aide à l'Ukraine, de soutien à l'Ukraine, et notamment soutien militaire, qui est crucial. Et là encore, je pense qu'on est a priori avec un Parlement qui devrait s'inscrire dans une continuité, même si la présence des voix, pour faire simple, pro-russes ou conciliant à l'égard de la Russie, va être probablement un peu plus forte. Et là encore, on a vu le comportement des députés nationaux de l'AfD au Bundestag hier. Ben, on peut supposer que la délégation relativement forte de l'AfD au Parlement européen va jouer un peu la même partition. Donc voilà, je vais en rester là. En conclusion, juste quelques mots sur les points qui, à mon sens, sont à suivre pour voir justement si le scénario d'une consolidation de la relance ou au contraire d'un freinage se matérialise. Déjà, il faudra voir ce que les États membres font d'ici fin juin, parce qu'il y a quand même 12 États membres qui ont appelé et la Commission a recommandé à ce qu'on lance les négociations avec l'Ukraine et la Moldavie dès juin, donc avant la fin de ce mois. Donc, on va voir si c'est suivi des faits ou pas. Euh, Évidemment, comme je l'ai déjà dit, la question de la reconduction ou pas d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission. Et un élément qui me paraît essentiel, c'est de voir qui va être en charge du portefeuille élargissement dans la prochaine Commission. Quel poids politique, quelle origine nationale aura cette personne. Ça sera un signal, je pense, très, très important. Et aussi la question de savoir si il y a un commissaire à l'élargissement spécifique ou si on reste sur le modèle actuel avec l'élargissement qui est mélangé avec le portefeuille de politique de voisinage. Tout ça, c'est des signaux politiques importants, mais qui auront aussi un impact très concret, je pense, sur la façon dont le processus d'élargissement va être géré dans les 5 années à venir, en tout cas au niveau de la Commission. Pardon, j'étais un peu long. Merci pour votre attention et voilà, j'espère que je serai en mesure de répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup, Lucas. Et je sais que toi et ton centre Grand d'Europe pour l'élargissement, on va continuer à suivre toutes ces prochains rebondissements. Peut-être une première question, mais tu l'as déjà un peu mentionné dans ta conclusion. C'était une question sur le futur commissaire. Jusqu'à maintenant, dans la dernière mandature, c'était un Hongrois, dont je ne me rappelle plus le nom maintenant. Mais c'est vrai qu'au début de la mandature de von der Leyen, l'élargissement n'était pas exactement une priorité. Et donc, est-ce que dans cette future commission potentielle, ça pourrait devenir un portefeuille entier, peut-être même une vice-présidence, un grand pays qui reprendrait le, le flambeau de l'élargissement? Qu'en penses-tu? Alors, sur ce genre de questions, je dois séparer mes souhaits et mes pronostics, même si évidemment j'aimerais bien que ça puisse coïncider. J'assume quelque part ma position qui est effectivement favorable à l'élargissement, en tout cas à la poursuite sérieuse de ce processus, même si après ça dépend aussi des pays candidats qui doivent faire leur partie du travail. Mais comme voilà, donc moi personnellement, j'espère effectivement pour ainsi dire qu'on va chausser les bottes d'avant 2004. Hein. Je rappelle qu'avant 2004, le commissaire en charge de l'élargissement, c'était Günther Verheugen, qui était un véritable poids lourd politique, commissaire allemand, quelqu'un qui était proche du parti au pouvoir en Allemagne, qui voilà et qui en plus s'est vraiment saisi du sujet, qui tirait cette politique de manière très très volontariste avec derrière une commission où la DG élargissement était une des DG phares à ce moment-là, où en termes de ressources humaines, on a quand même concentré beaucoup de qualité, beaucoup de ressources, et donc il y a eu vraiment au niveau de la commission euh, une adéquation entre l'affirmation de la priorité politique de gérer cet élargissement et les moyens qu'on mettait dessus au niveau à la fois politique et administratif. Donc évidemment, sans surprise, vu mes positionnements sur le sujet, j'espère que la nouvelle commission va aller un peu dans ce sens-là. Donc après, est-ce que ça passe forcément par une vice-présidence de la commission ou pas? Bon, ça, c'est à la limite pas la chose la plus importante, mais qu'il faudrait effectivement que ce soit une personnalité qui va se saisir et qui aura, avec beaucoup de volontarisme de ce dossier, avec beaucoup de créativité aussi, parce que je pense par rapport à 2004, il nous faut trouver des solutions un peu out of the box, hein, un peu innovantes,
un peu disruptif, si je puis dire, parce que le processus est enlisé depuis trop longtemps, et puis les pays candidats sont, entre guillemets, plus compliqués en moyenne que ne l'ont été les candidats avant 2004. Donc, il faut sortir des sentiers battus. Donc, voilà, j'espère qu'on trouvera une personnalité comme ça, et aussi une personnalité qui aura du coup l'autorité, le poids politique suffisamment fort pour, par exemple, faire ce que Günther Verheugen savait faire, euh, c'est-à-dire d'amener, par exemple, les États membres qui sont en différent bilatéral avec un pays candidat, bah, de lâcher un peu, entre guillemets, l'affaire, de passer au-delà, de trouver, de faire une médiation avec aussi une dose de pression politique qui fait que, justement, ce genre d'éléments de blocage euh, peuvent être dépassés dans des délais raisonnables. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. En tout cas, si tous les discours qu'on a entendus ces derniers mois sur l'importance de l'élargissement, sur l'appel de l'histoire auquel il faut répondre, etc., sur l'impératif géopolitique de procéder à un élargissement dans des délais raisonnables, je crois qu'il nous faut ça. Maintenant, est-ce qu'on va l'avoir? Bah, c'est une des grandes questions que je me pose. Euh, c'est clair que si on regarde les commissions précédentes et pas seulement la dernière, bah, on voit que le portefeuille élargissement n'était pas un portefeuille entre guillemets prestigieux, que d'ailleurs on l'a mélangé avec la politique de voisinage qui est pourtant quelque chose de, à mon sens, assez différent. Donc voilà, je pense que la nouvelle Commission européenne a une opportunité là de vraiment marquer qu'il y a un sérieux, une volonté sérieuse d'avancer sur ce dossier. Euh, Maintenant, est-ce que ça va être saisi ou pas? Grande question. Merci Lucas. Alors peut-être une deuxième question. Donc on a mentionné les pays candidats actuels, mais penses-tu que d'autres pays pourraient se porter candidats? Alors, on n'est jamais à l'abri de surprises, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde des pays qui potentiellement pourraient être intéressés, bah, c'est pas à toi, Lara, que je vais dire quelle est la probabilité que la Suisse pose sa candidature. On a eu la péripétie islandaise, hein. On sait très bien que si l'Islande décidait de reprendre le processus, ça pourrait se faire assez rapidement, mais bon, je suis tout sauf un expert de la politique islandaise, mais j'ai cru comprendre que c'est pas à l'ordre du jour. La Norvège, on est un peu, voilà. Donc honnêtement, et alors ça c'est, on va dire les candidats entre guillemets faciles qui sont pour qui à la limite le processus pourrait aller relativement vite, encore que. Maintenant, si on regarde à l'est, bah, c'est vrai que la probabilité que la Bélarus, par exemple, suivent l'exemple ukrainien et moldave, bah, aujourd'hui, elle est quand même très, très faible. Donc, de nouvelles candidatures. Alors, on peut se poser la question de l'Arménie, peut-être, hein, de suivre, mais quand on voit à quel point en Géorgie les choses vont plutôt dans le sens inverse, enfin, là encore, on va voir avec les législatives qui auront lieu dans quelques mois. Mais si le pouvoir actuel qui a pris des décisions qu'il a prises récemment euh, est reconduit à l'issue de ces législatives, je pense que la Géorgie sera partie sur un scénario à la turque, beaucoup plus que sur un scénario assimilable aux autres pays candidats. Du coup, est-ce que dans ces conditions-là, l'Arménie voisine pourrait aller dans ce sens-là? Là encore, je suis tout sauf un expert de l'Arménie, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Et tout ça, évidemment, dépendra beaucoup aussi de la façon dont les choses évolueront en Ukraine. En Ukraine, pardon. Merci Lucas. On a une question peut-être un petit peu plus sur la France. Donc est-ce que le résultat de dimanche ne vient pas aussi peut-être que le citoyen, entre guillemets, de la rue craint de voir que l'Union ne s'étende de plus en plus sans perspective de limite géographique? C'est vrai que la question de l'adhésion de la Géorgie, est-ce que la Géorgie est géographiquement dans le continent européen ou pas? Tu mentionnes l'Arménie. Euh, ça peut poser question. Ouais, moi, je suis très sensible à cette idée parce que pour le coup, ça fait très très longtemps que j'ai eu l'occasion de dire et d'écrire que si on veut créer une citoyenneté, c'est-à-dire une identification forte à un objet politique, il faut quand même ne pas sous-estimer la question des limites, hein, et que s'identifier à une entité politique dont les contours ne sont pas définis, ça pose un problème.
Il n'y a jamais eu la volonté, et je dirais le courage politique de définir ses limites une fois pour toutes. On a toujours laissé planer l'ambiguïté, on l'a fait avec la Turquie, maintenant on le fait avec les pays de Caucase. Après, je peux comprendre, parce que évidemment, le fait de dresser une liste définitive des pays qui ont une vocation européenne s'ils le souhaitent et ceux qui ne l'ont pas, bah ça obligerait l'Union européenne à effectivement faire des choix assez difficiles et qui en plus seraient sans doute difficiles en interne, parce que évidemment, en fonction de où on se situe, c'est vrai que la Géorgie vue du Portugal, c'est pas tout à fait la même chose que la Géorgie vue de Pologne ou de l'Estonie. Donc, je peux comprendre les raisons pour lesquelles on évite de le faire, mais effectivement, je suis d'accord avec celui qui a posé la question. Ça crée un malaise. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui a pesé lourd dans le résultat en France de ces élections européennes? Personnellement, je ne le crois pas. De mon côté, j'étais plutôt surpris par la quasi totale absence. Enfin, s'il y a des personnes en public qui sont pas d'accord avec moi, je serais intéressé de les entendre. Honnêtement, j'ai l'impression que le thème élargissement était quand même pratiquement absent de ce qui n'était pas forcément. Enfin, moi, honnêtement, il y a quelques mois, je me demandais si au contraire, ça va pas devenir un grand sujet. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un sujet qui fâche et du coup on préfère ne pas en parler, sauf que dans une campagne conflictuelle comme celle qu'on a eue, les sujets qui fâchent, on va plutôt les sortir. Est-ce que c'est trop lointain? Est-ce que c'est... En tout cas, j'ai du mal à croire que ça aurait été un motif important. Maintenant que ça peut être un élément, un petit élément qui s'ajoute à beaucoup d'autres, qui fait qu'à un moment donné, ça pousse les gens à un vote, on va dire, de défiance, de coup d'arrêt par rapport au développement de l'Union européenne, voire de destruction de celle-ci. Oui, ça me paraît tout à fait plausible, mais je pense que ça arrive quand même relativement bas dans la liste des raisons et je reste persuadé que ce qui explique les résultats français, en premier lieu, ce sont quand même des enjeux français. C'est la question de, on va dire, de la popularité du chef de l'État et je pense que ça a pesé beaucoup plus que le fait de savoir si la Géorgie, dans X années, deviendra ou ne deviendra pas l'État membre, sachant qu'encore une fois, en Géorgie, les choses évoluent d'une manière qui est quand même loin d'être encourageante. Merci Lucas. J'ai peut-être une dernière question pour finir. Quel avenir pour la communauté politique européenne dont la réunion est prévue le 18 juillet au Royaume-Uni alors que 2 semaines avant, le pays est aussi appelé à renouveler son parlement? Bon, bah, il y en a qui ont des élections juste avant les JO, il y en a qui ont juste avant le sommet de la CPE. Bon, sans vouloir comparer les deux, c'est clair qu'on a là des facteurs de politique intérieure qui perturbent des, des événements planifiés de longue date. Euh, je ne pense, bon, la CPE est quand même une dynamique qui est extérieure à l'Union européenne, qui est intergouvernementale. Donc honnêtement, là encore, ce qui compte, ça sera les législatives françaises, pas tellement le nouveau Parlement européen. Donc de ce point de vue-là, maintenant c'est clair que entre la CPE, alors je pense que les Britanniques ont fini par décider d'organiser ce sommet. Ça montre une forme d'appropriation par eux, y compris par le Parti conservateur qui est actuellement au pouvoir. Et je pense que pour le coup, s'il y a une alternance politique au Royaume-Uni, ben, on peut supposer que ça sera une alternance qui va être plutôt plus allante dans la volonté de retisser des relations avec l'Union européenne. Et pour eux, la CPE peut être, je dirais, encore plus attractive qu'elle ne l'a été. Mais même les conservateurs, finalement, ont montré une forme d'appropriation de cet outil. Donc ça, c'est plutôt un point, je dirais, positif pour la CPE. Maintenant, si le président qui est à l'origine de l'initiative, le pays qui a poussé le plus cette initiative, connaît un virage politique important, bon, on va voir. Ça peut devenir compliqué, mais là encore, je pense que même s'il y a une alternance vers un gouvernement qui serait nettement plus eurosceptique, comme justement la CPE est quelque chose d'en dehors et quelque chose qui finalement correspond à cette idée plutôt intergouvernementaliste que se font les eurosceptiques des relations internationales,
Je pense qu'au contraire, quelque part, il pourrait y avoir une tentative de pousser la CPE euh, pour devenir ce qu'elle n'est pas censée être et ce qu'elle n'a pas été jusqu'ici, mais ce qu'elle pourrait devenir, à mon sens, c'est-à-dire une forme d'alternative à l'Union européenne, une forme de marginalisation de l'Union européenne, en tout cas sur certains sujets, sur les sujets les plus politiques, ce qui évidemment ne manquerait pas de provoquer des tensions avec d'autres États membres, et quelque part on pourrait rejouer le match des années 60, évidemment avec des acteurs très très différents par rapport à ce que ça a été à l'époque. Mais bon, ça, c'est une pure spéculation. À ce stade, je n'irai pas plus loin. Peut-être un dernier élément aussi de potentielle fragilisation de la CPE, c'est aussi évidemment la question de la présidence hongroise, où on s'interroge un peu. Mais là encore, je pense que le gouvernement hongrois peut plutôt montrer de l'appétence pour ce format intergouvernemental et parallèle à l'Union européenne. Et donc, je crois que le sujet qui va se poser dans les mois à venir, c'est est-ce qu'on maintient une complémentarité utile entre la CPE, l'Union européenne, surtout dans l'optique de la préparation d'un futur élargissement de l'Union européenne, ce qui, en mon sens, était un peu la problématique plutôt dominante aujourd'hui côté CPE, c'est-à-dire un outil qui favorise l'élargissement et qui aide l'Union européenne à organiser ses relations avec d'autres États européens et à impliquer ces autres États européens non membres et non et pas forcément candidats dans la délibération sur des grands sujets structurants pour l'avenir du continent. Ou est-ce que effectivement on va glisser vers quelque chose qui, plutôt que complémentarité, pourrait introduire une forme de rivalité, ce qui, à mon sens, ne serait pas une bonne évolution, mais je pense que c'est un scénario qui n'est pas totalement délirant, mais encore une fois, il est trop tôt pour juger. Merci beaucoup Lucas pour toutes ces analyses et merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain Euroquestion aura lieu le mercredi 26 juin. On accueillera Andreas Heisel, chercheur senior en politique économique européenne. Il analysera pour nous une potentielle politique industrielle sous la nouvelle mandature de la prochaine commission. Merci encore Lucas, merci à vous et bonne fin de journée à tout le monde. Merci, bonne journée.